retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de ma saga Coup de cœur. Voilà, donc j'ai chroniqué le troisième tome sur mon blog il n'y a pas très longtemps. Je lui ai mis 3 cœurs d'ailleurs. Un ne suffisait pas, il fallait vraiment mettre la totale parce que c'est une saga qui m'a tellement plu, enfin, voilà, depuis le début, je vous en parle depuis le mois de décembre, je pense. Je vous ai chroniqué le tome 1, je vous ai dit que le tome 2 restait un coup de cœur malgré que j'avais été un petit peu déçue parce que je trouvais que l'histoire n'avançait pas. Et j'attendais énormément du tome 3. Je me suis dit, mais Christine, ou Kerstin plutôt, Kerstin, si tu te loupes, je te louperai pas, moi. Et finalement, bah, l'auteur, elle s'est pas loupée du tout. Moi, ça a été la rencontre, ça a été la perfection, ça a été le contentement total. Enfin, moi, je suis comblée. Et c'est toujours un plaisir de vous parler de cette saga parce que j'ai vraiment envie que vous la lisiez, parce que j'ai envie d'avoir vos avis, parce que j'ai envie que cette saga elle fasse le buzz et que tout le monde en parle, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui la connaissent. Et je trouve ça dommage parce qu'elle est tellement, tellement, tellement bien. Alors, cette saga et ce troisième tome, il s'agit de Vert Émeraude de Kerstin Gir aux éditions Milan Macadam. Alors, l'histoire, bon, mais je vous le raconte en gros, hein, depuis le tome 1, je ne vais pas vous parler de l'histoire de ce tome 3, quel intérêt sinon. Hein. Donc l'histoire, c'est toujours Gwendoline qui se retrouve avec le gène du voyage dans le temps, alors qu'au départ, on pensait que c'était sa cousine Charlotte qui l'avait. Et donc, elle se retrouve comme ça à faire des sauts incontrôlés dans le temps, puisque personne ne l'a préparée à ça. Et quand tout le monde le découvre, eh bien, c'est un petit peu le branle-bas de combat, puisqu'elle n'a pas été du tout préparée, elle n'a pas eu les cours, elle sait rien sur les époques où elle va aller, elle ne connaît absolument pas l'histoire du chronographe et des voyageurs du temps. Donc ça va être un petit peu pour elle la découverte totale. Et elle va être accompagnée de Gideon, qui est un garçon dont elle va rapidement tomber amoureuse. Et entre eux, bah, il va y avoir des je t'aime, moi non plus. Enfin, il va y avoir une superbe histoire d'amour, vous verrez. Et donc, ils doivent récolter le sang des 12 voyageurs dans le temps, dans le chronographe. Logiquement, une fois que Gwendoline aurait dû mettre son doigt, ça aurait dû être tout. On aurait dû avoir le sang des 12. Mais étant donné que sa cousine Lucie et Paul de Villiers avaient volé le premier chronographe, eh bien, il a fallu tout recommencer avec un nouveau chronographe. Et donc, c'est pour ça que Gideon et elle sont chargés de récolter le sang des 12 voyageurs dans le temps pour pouvoir refermer le cercle qui dévoilera ainsi un grand secret que toute l'humanité attend. Voilà, donc ça c'est le pitch global du roman. Alors le livre, bien, vous verrez en fait, ça pourrait être en fait une grosse histoire, puisque le livre est découpé en 3 tomes, mais comme l'histoire se passe sous 2 semaines et qu'il n'y a pas vraiment de coupure entre les romans, ben, on aurait pu dire que c'était vraiment un seul et gros même bouquin. Moi, j'ai kiffé à mort, j'ai adoré. J'ai trouvé que au début, on retrouvait un petit peu les lenteurs du tome 2 et je me suis dit, aïe, 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 c'est reparti, on n'avance pas, on est en train de chipoter pour des histoires de couple alors qu'on aimerait bien avancer dans l'histoire des voyages dans le temps, avoir des réponses aux questions qu'on se pose, parce que des questions, on en a depuis le tome 1 hein, quand même. Hein, donc, j'avais peur. Et puis, vers la moitié du livre, et ben là, il y a tout qui s'accélère, on a beaucoup de réponses où il y a plein de rebondissements qui arrivent. Et là, ben, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'est le kiff total, quoi. Enfin, j'ai obtenu toutes les réponses à mes questions, sauf deux. Par rapport donc au grand-père de notre Mistinguette, je vous disais que dans le tome 2, je trouvais pas ça logique que lui, alors qu'elle le rencontre dans le passé, qu'elle le voit, donc il connaît l'existence de Gwendoline et qui sait donc que c'est elle qui a le gène et pas Charlotte, je trouvais pas logique qu'ils le disent pas pour ne pas la préparer, même en secret. Et puis je me rends compte que vu un petit peu l'ampleur que l'histoire va prendre dans le tome 3, vu tout ce qu'on va apprendre comme révélation, ben, je trouve plutôt logique que le grand-père ait rien dit pour essayer ben, que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, pour qu'on puisse arrêter un petit peu ce qui est en train de se passer, puisque vous allez voir que le comte de Saint-Germain, qui n'est pas très bon en fait, c'est pas quelqu'un de sympathique du tout, et voilà, donc moi j'ai totalement pigé ça dans mon tome 3, même si je m'en doutais déjà dans le tome 2, mais je trouvais vraiment ça bizarre. Là, dans le tome 3, ça prend vraiment toute son ampleur, on comprend vraiment pourquoi le grand-père agit comme ça. Mais il reste quand même deux petites incohérences. La première, c'est par rapport au docteur, le docteur White. À un moment, Gwendoline ne va pas vouloir
partir dans le temps, elle va commencer à carotter, elle va dire qu'elle est malade, qu'elle se sent pas bien, qu'elle a la grippe. Et bon, c'est vraiment, c'est fake, quoi. Et lui, il va l'examiner, il va dire, oui, oui, elle a raison, elle est pas bien, vous pouvez pas l'emmener dans le passé avec tous les microbes qu'elle a. Si vous imaginez, si elle va donner la grippe au comte et compagnie, non, il est hors de question qu'elle puisse voyager alors qu'elle est malade. J'ai pas compris pourquoi il rentrait dans son jeu à ce moment-là. Donc là, c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est juste un truc par rapport à l'histoire qui se passe. J'ai pas compris pourquoi il rentrait dans son jeu, pourquoi il disait oui, oui, elle est malade, alors qu'il sait très bien qu'elle ne l'est pas, surtout qu'on a l'impression que le Dr. White, il apprécie pas trop Gwendoline. Donc moi, j'ai un petit manque à ce niveau-là, je sais pas trop pourquoi il agit ainsi. C'est pas expliqué, donc ça, je trouve ça dommage. Et le deuxième, c'est par rapport au fantôme de James, qu'on rencontre depuis le tome 1 et qui est très, 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 très drôle, hein, puisque lui, il croit qu'en fait, il est toujours vivant et qu'en fait, il est malade et que c'est pour ça qu'il voit des apparitions bizarres avec des gens bizarres. Et Gwendoline va essayer de l'aider. Et je trouve que dans le dénouement, c'est pas très logique par rapport à la continuité de ce que l'auteur a fait par rapport au voyage dans le temps. Où on part du postulat que quand vous retournez dans le passé, à un moment en 2012, si vous allez en 1950, en 2012, si on consulte les archives, alors que vous n'êtes pas encore parti, on voit déjà que votre passage en 1950. Donc on part du principe que le voyage du temps, une fois qu'on le fait, c'est déjà inscrit dans le présent. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et à un moment, j'ai l'impression que l'auteur, elle suit plus trop cette vague-là pour dire qu'une fois qu'on retourne dans le temps, il peut toujours y avoir des conséquences sur ce qu'on fait dans le passé qui vont seulement s'appliquer plus tard, une fois qu'on sera retourné dans le temps. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis, moi j'arrive à me comprendre, mais voilà, il y a un moment donné, j'ai l'impression que l'auteur s'en mêle un peu. Maintenant, je vois pas comment elle aurait pu faire pour expliquer son histoire sans prendre ce petit raccourci, mais du coup, ça paraît pas logique par rapport au reste de l'histoire, ou quand on vous dit en 2012, tu vas aller en 1950, si on voit les archives de 2012, on voit ce qu'on y a déjà fait, peu importe ce qu'on y fait. Voilà, donc j'espère là avoir été claire. Donc au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus. Jusque la révélation finale, j'ai rien vu venir. Enfin, il y en a une de grosse révélation que je savais depuis le tome 1, je m'en doutais. J'en avais d'ailleurs parlé avec ma sœur et avec Gal. Donc là, il n'y avait vraiment pas de grosse surprise. On se dit, bah oui, hein, c'était logique. Mais pour la suite, la fin, moi, j'ai rien vu venir du tout. Là, ça a été total surprise. Je me suis même fait des scénarios dans ma tête en disant, ouais, je suis sûre que ça va se finir comme ça, pour finir totalement sur autre chose. Donc du coup, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. L'auteur m'a vraiment surprise dans tout, y compris dans l'épilogue final où là, je me suis dit, purée, waouh, quoi. Ça, je l'aurais jamais pensé. Enfin voilà, c'est des petites choses, hein. Vous allez dire, c'est pas non plus des gros, gros, gros virements, surtout le tout dernier dont je viens de vous parler, mais c'est des petits raccords qui mettent tout, qui s'embriquent l'un dans les autres et qui vous disent, purée, cette histoire, mais elle est vraiment logique d'un bout à l'autre. Enfin voilà, pour moi, c'est juste le bonheur parfait, c'est juste une saga géniale. Au niveau des personnages, mais que vous dire de plus? Gwendoline, elle est époustouflante dans ce troisième tome. J'ai adoré son petit côté, son petit cœur qui en prend un coup quand elle comprend que Gideon s'est un petit peu moqué d'elle. J'ai adoré le côté maladroit de Gideon quand il essaye de rattraper le coup avec elle et qu'il aggrave encore plus les choses. Les réactions de Gwendoline, son humour, sa répartie. Elle a toujours la phrase qu'elle va sortir, vous y attendez pas du tout. Enfin bref, c'est juste mon personnage littéraire préféré pour le moment. S'il y avait une héroïne à sacrer sur l'année, moi c'est Gwendoline. Il y a vraiment rien à redire. J'ai adoré ce personnage-là. Gideon, c'est juste le prince charmant, quoi, un peu maladroit, ok, mais là aussi, quand on rentre vraiment dans ce tome 3, on apprend encore plus de choses. On voit à quel point les deux personnages tiennent l'un à l'autre, à quel point ils sont faits l'un pour l'autre. Enfin bref, c'est juste le kiff total. Le seul petit regret, c'est qu'on voit pas les personnages secondaires assez, à part l'amie Leslie, où on la voyait pas beaucoup dans le tome 2. Ici, elle a quand même un rôle beaucoup plus important, surtout au niveau de l'apport d'informations. Par contre, Zemerius, le petit démon que j'avais adoré dans le tome 2, là, c'est à peine si on le voit, là, c'est vraiment mon gros, gros, gros regret. Charlotte, elle, on aimerait bien moins la voir. Moi, je trouve qu'elle est encore un peu trop présente, hein, un peu chiante sur les bords même. Elle va
Dès qu'elle peut emmerder Gwendoline, elle y fonce, elle n'en a rien à foutre que c'est sa cousine. Si elle peut la mettre dans les ennuis, elle y va, sans se soucier des conséquences. Par contre, il y a une scène avec elle, enfin, sérieux, quand vous verrez bien quand vous lirez le bouquin, c'est juste, voilà, c'est du pain béni. Enfin bref, c'est juste les personnages, quoi. C'est des personnages qu'on aime depuis le tome 1, qu'on apprend à découvrir, qui sont fidèles à eux-mêmes. Enfin bref, Gwendoline, Gideon, sa mère, sa sœur, son petit frère. Tout ça, c'est des personnages auxquels je me suis vraiment très 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 attachée. Alors au niveau du style de l'écriture, ben, j'ai rien de plus à vous dire, moi, hein. C'est toujours aussi fluide, aussi bien écrit. Moi, je trouve que les explications viennent bien à point nommé, qu'elles sont assez bien expliquées. Moi, j'ai vraiment eu aucun mal à comprendre les enchaînements d'histoire. J'aime toujours autant les prologues. Voilà, ici, vous voyez le prologue et l'épilogue qui concernent Lucie et Paul, donc, qui eux sont dans le passé, puisqu'ils sont partis avec le chronographe et qui ne peuvent pas revenir dans le présent. Le premier prologue, c'est vrai que chaque fois quand je commence un des tomes, ça me fout un peu. Je me dis, mais on est où là? On est en train de me parler de quoi? Dans quelle époque je débarque? Enfin bref, ça me met toujours un petit coup de stress parce que j'ai l'impression de débarquer totalement dans quelque chose que je connais pas. Et il faut vraiment le temps que je lise quelques chapitres après pour vraiment bien rentrer dedans. Et l'épilogue qui fournit toujours un élément dans le tome 1 et dans le tome 2 qui vous dit purée, il me faut le tome 3 pour que je puisse lire la suite. Donc l'épilogue est vraiment toujours bien goupillé, bien mis pour vraiment vous donner envie de lire la suite. Et là, ici, il vous apporte vraiment un petit plus dans la conclusion finale, la cerise sur le gâteau. Voilà, donc moi, je n'ai que du bien à vous dire de cette saga. Après un début un peu longuet, malgré des personnages secondaires qui sont un peu trop absents, pour moi, c'est juste la bombe, c'est juste une réussite, c'est juste la saga pour moi à lire. Là, ici, tout de suite, en ce début d'année 2012, il faut lire Vert Émeraude, il faut lire d'abord Rouge Rubis, puis il faut lire Bleu Saphir, et il faut kiffer cette saga, il faut en parler, elle est super géniale. Voilà, donc là, j'espère que je vous aurai convaincu. Si ce n'est pas le cas, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Je vous renvoie pour le surplus à ma chronique écrite et je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ciao!